Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, bienvenue dans une autre escapade. C'est la canicule. Juste pour vous dire, protégez-vous et hydratez-vous. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Louis Cheikh Sissoko. Il va se présenter lui-même et vous allez découvrir beaucoup de choses. On va découvrir beaucoup de choses ensemble. Merci. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je m'appelle Louis Cheikh Sissoko. Je suis directeur exécutif de l'ONG Open Mali, qui est une association qui signifie Oui pour une enfance noble. C'est une association que nous avons créée en 2002, qui a pour objectif d'aider les enfants en situation difficile et de mener des activités en faveur globalement des personnes en situation difficile au Mali. D'accord. Moi, j'ai découvert Open Mali depuis à peu près 2 ans. Mais Louis Cheikh, Open existe depuis quand? Open Mali a été créé en 2002. D'accord. À la suite d'une fête du 31 décembre. D'accord. En 2002? En 2002, oui. Et j'étais très jeune à l'époque. D'accord. Nous étions d'ailleurs tous très jeunes. Nous, les fondateurs, nous sommes 6. Nous Ok. avions tous 15-16 ans. Et donc, du coup, nous revenions d'une fête qu'on avait faite le 31 décembre. D'accord. Et du coup, le 1er janvier, le bus nous raccompagnait chez nous. Mhm. On s'est arrêté au feu à la descente du pont de Badala. On a vu des enfants mendiants. Et là, une amie qui était dans le bus, qui est également membre fondatrice, a dit, mais vraiment, elle est la pitié de ces enfants-là. Nous sommes privilégiés. Nous venons d'une fête. Nous avons passé le réveillon à fêter. Et ces enfants, on les retrouve sitôt aujourd'hui dans la rue, en train de mendier. Et du coup, Il était quelle heure? Oh, il devait être vers les 11h midi. Une fête bien arrosée, hein? Non, non, non. Nous étions très jeunes. Nous n'arrosons pas les fêtes. D'accord. Non, mais pour être un peu plus sérieux, D'accord. c'était une fête de jeunes. De jeunes où on a passé une grande partie de la nuit à danser. D'accord. Voilà, à écouter de la musique. Et donc, du coup, elle a dit, bon, ce serait bien qu'on s'organise et qu'on fasse quelque chose pour aider ces enfants. D'accord. Et là, l'aventure a commencé. En 2002, tu étais à quel niveau d'études? En 2002, moi, personnellement, j'avais 16 ans. D'accord. Je n'avais pas encore eu mon bac. D'accord. Je pense que j'étais en 10e ou 11e année, comme on le dit dans le système malien. Et l'aventure a commencé de là, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Ben après, lorsqu'elle a lancé l'idée, bon, moi, de tout le temps, disons que Dieu fait en sorte qu'on me confie le lead des choses. D'accord. Et donc, on a parlé de ça. Et on s'est dit, bon, ok, on va faire quelque chose, on va s'organiser. D'accord. Donc, on a commencé à réfléchir. Après, on s'est renseigné sur comment créer une association. D'accord. Du coup, on s'est dit qu'on va aller sur un format association. D'accord. Et donc, on a créé l'association, on a fait les statuts, on a commencé à faire les réunions entre nous pour mûrir l'idée et surtout définir... À 6, hein? Oui. D'accord. À 6, et surtout définir les objectifs de l'organisation. Et on se réunissait sous le manguier d'un ami à Badala qui s'appelle Sidi. Et dans leur cours, je connais Sidi. Voilà, dans leur cours, il y a un grand manguier. Et donc, on mettait les chaises à l'ombre du manguier avec la table. Et on se réunissait là-bas. Et lors d'une réunion, un autre des membres fondateurs a trouvé le nom. Il a dit oui pour une enfance noble. On a dit oui, oui pour une enfance noble. En acronyme, ça donne Open Mali. Open Mali. Voilà. Et donc, à première vue, ça a tu te dis que ça a quelque chose à voir avec ouverture, tout ça. Ouais. Et alors que... D'accord. Ça, par contre, je ne le savais pas. Voilà, et donc, le nom nous a accrochés parce que l'acronyme aussi, Open, signifiait beaucoup de choses. En anglais, c'est l'ouverture, vraiment, c'est un peu ça. Et c'est comme ça qu'on a adopté ce nom. D'accord. Ensuite, on a rédigé les statuts, on a rédigé le règlement intérieur. On était très jeunes, hein, et donc, on a vu quelques doyens, quelques personnes un peu plus âgées que nous, pour nous conseiller. Il y a des noms dont tu te rappelles? Alors, des noms de personnes qui nous ont soutenus, c'est d'abord nos familles. Il faut avouer que les premiers soutiens, c'était nos parents.
D'accord. Nos parents à tous les six, particulièrement la maman de Sidi, paix à son âme, qui nous recevait chaque semaine. Parce que vraiment, il faut dire que pendant les premières années de l'association, le quartier général, c'était chez Sidi. D'accord. C'est là-bas qu'on se réunissait, c'est de là-bas qu'on partait pour nos activités. Exactement. Et donc, vraiment, elle nous a accueillis pendant toutes ces années. Elle nous donnait à manger, elle finançait. Elle a été quand même pour nous un soutien. Un grand soutien. Oui, un soutien indispensable pour l'aventure. Ensuite, les autres soutiens, ça a été nos familles à nous tous, hein, nos parents à chacun d'entre nous, qui mettaient à notre disposition leurs moyens. Parce que nous, vous imaginez bien qu'à 16 ans, 15 ans, on ne travaillait pas. Effectivement. Voilà. Alors qu'il fallait déposer des courriers. On n'avait pas de moto, on n'avait pas de voiture. Donc il fallait se débrouiller pour trouver des solutions. Les parents ont immédiatement adhéré à l'idée. Les parents ont immédiatement adhéré à l'idée. Après, je pense que ça a été un peu plus compliqué pour tous parce qu'ils se sont rendus compte que ça nous prenait beaucoup de temps. Justement, j'allais y venir. Comment est-ce que vous managez votre vie scolaire et une vie associative? Oui. Est-ce que vous étiez actif? On était actifs. Lorsque les parents se sont rendus compte que ça nous prenait beaucoup de temps et qu'éventuellement ça commençait à jouer à pâtir sur nos résultats scolaires. Donc on a un peu levé le pied. D'accord. On a essayé de mieux s'organiser et de consacrer nos week-ends à l'association et nos semaines à nos études. En ce temps, vous meniez quoi comme activité? Bien, en ce temps, on voulait juste aider les enfants de la rue en les scolarisant. Voilà. C'est comme ça que en 2002, justement. En les scolarisant? Oui. Lors de la rentrée scolaire de 2002, pour l'année scolaire 2002-2003, nous avons scolarisé 10 enfants. Voilà. Waouh, quand même. Hein? À l'époque, je m'en souviens encore, c'est la marraine Adamba Konaré qui nous a donné 250 000 francs CFA. Et donc, on a payé les écoles de ces enfants-là, on leur a acheté du matériel scolaire et on les a inscrits. Mais quand tu y penses aujourd'hui, à ce niveau, est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez fait différemment? Parce que moi, je me dis, quand tu scolarises un enfant qui est démuni, l'aspect scolaire est une interface, mais l'aspect vie de famille est une interface qui bloque en fait tout ce qui est performance scolaire au niveau de l'enfant. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Il est clair que nous avons des résultats palpables. D'accord. Mais à cette époque, c'est vrai qu'on était jeunes. On fait, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, on fait des activités ponctuelles. D'accord. Sans se dire, sans penser à la pérennité de l'action. Voilà. Donc, si on devait revenir en arrière, je pense qu'on aurait toujours fait la scolarisation. Mais on aurait peut-être dégagé un fonds supplémentaire pour pouvoir mieux suivre ces enfants-là dans leur famille. Parce que la plupart de ces enfants ont des difficultés pour manger. Les parents ont des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Et même quand ils tombent malades, c'est problématique. Et donc, on aurait peut-être dégagé un fonds supplémentaire pour pouvoir gérer ces urgences. Le suivi côté familial. C'est ça. Même peut-être un suivi psychologique. Et même peut-être un suivi psychologique. Mais c'est avec le temps que tout ça s'est intégré dans notre programme. Parce qu'on a grandi avec l'organisation. Et donc, plus on grandissait, plus on se professionnalisait, plus il nous fallait d'autres bailleurs de fonds. Mais comment vous faites? Est-ce que vous avez gardé la même équipe? Comment l'équipe a mué? L'équipe a mué, mais à vrai dire, moi, je suis dans l'équipe depuis le début. D'accord. Donc, disons qu'aujourd'hui, je suis un peu le gardien du temple. D'accord. Mais il y a quand même une équipe qui est là depuis plus de 5 ans. La même équipe? La même équipe qui est le chargé de programme Mohamed Dem, qui est là depuis plus de 5 ans, qui est aujourd'hui beaucoup plus le gardien du temple que moi. Mais comment est-ce que vous êtes passé de association à ONG? Quels ont été les enjeux avec le temps? Alors, comme je le disais, on a grandi avec l'organisation. D'accord. On est arrivé à un moment où il nous fallait beaucoup plus d'argent. D'accord. Pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et des particuliers seulement ne pouvaient pas nous permettre de financer notre organisation. Il fallait maintenant aller vers d'autres bailleurs de fonds, vers des ONG internationales, vers des entreprises, vers même l'État. D'accord. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, il faut répondre quand même à un certain nombre de critères de transparence dans la gestion. Voilà. Et donc, on a commencé à mettre en place des procédures de gestion. On a commencé à
à vraiment être beaucoup plus transparent envers nos bailleurs, à faire des rapports financiers et même des audits. Et donc, on a eu un partenaire, Diaconia Mali, qui nous a fait confiance, malgré le fait que, disons, on était une structure jeune qui nous a fait assez confiance. inexpérimenté, donc. Pas assez expérimenté, mais, disons, pas organisé. D'accord. Voilà. On était expérimenté parce qu'on menait quand même des activités. On avait des résultats. Peut-être qu'à cette époque, on ne savait pas trop comment traduire ces résultats devant une personne qui peut aider financièrement. C'est ça. Mais quand même, on avait des résultats et lorsqu'on parlait, les professionnels du domaine comprenaient ce qu'on disait. On n'utilisait pas les bons mots. Les jargons. Voilà. Mais eux, ils comprenaient. Donc, avec Diaconia, ça a été une grande aventure de plus de 10 ans. D'accord. Et quand Diaconia a commencé à nous financer sur le projet de promotion des droits des enfants et des jeunes, arrivé à un moment, ils nous ont expliqué que, bon, OK, vous êtes une association de jeunes, mais maintenant, vous travaillez avec nous, on va devoir mettre en place des procédures. Parce que nous aussi, l'argent qu'on vous donne, on doit rendre compte. Il est audité. Voilà. Et donc, on va vous auditer aussi. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à mettre en place justement toutes ces procédures de gestion administrative et financière. On a commencé aussi à faire des audits. Ça, c'était en quelle année? Diaconia, c'était en 2012? Oui, c'était en 2000. Diaconia, c'était en 2012. 10 ans après, quoi. 10 ans après. Justement, c'était juste après le changement anticonstitutionnel de gouvernement que le Mali a connu en 2012. Après mars, quoi. Oui. Et donc, les négociations avaient commencé juste avant, peu avant. Et quelle a été l'influence de ce changement déjà sur vos activités? Parce qu'en général, quand il y a ce type de mouvement dans le pays, les partenaires se retirent. Diaconia, c'est quel type d'entreprise? Diaconia, c'est une ONG suédoise qui fait beaucoup la promotion des droits humains, qui a beaucoup d'activités dans ce domaine-là. Et lorsque ce qui est arrivé en 2012 est arrivé, il fallait trouver une organisation de jeunes éventuellement qui était plus ou moins bien implantée et qui faisait aussi la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie. D'accord. Donc, au-delà de l'aspect humanitaire, au niveau enfant, vous aviez aussi un aspect... Parce qu'au fil des années, après, le premier projet, c'était bien sûr la scolarisation des enfants en 2002. Mais après, en 2003, en 2004, au fil des années, nous avons diversifié nos activités. Oui, bien sûr, nous sommes allés dans le domaine de la culture, la promotion de la culture, nous avons fait des activités pour l'autonomisation des femmes, nous avons fait des activités pour la promotion du droit des jeunes filles. Très souvent, quand on discute, il y a un membre de Open qui me dit que vous avez fait des activités avec Sidiki Diabaté et les artistes dans le temps. Tu peux m'en parler un peu plus? Ah oui, ça c'était dans les années 2009-2010. D'accord. Si je ne m'abuse. Et bon, à l'époque, il y avait Génération RR. Ça, c'était sulfureux à cette époque. Oui. je dois dire que ils s'en souviennent et à chaque fois que je vois Sidiki, il me le rappelle, et même Ibawan, il me le rappelle. Nous avons été les premiers à les amener en région, à Caille notamment et à Mopti. Ça, c'était vraiment dans le cadre d'un projet que nous avions, qui était justement des concerts de charité. D'accord. Nous organisions des concerts de charité avec Génération RR, mais aussi Chéché Dramé, Paix à son âme. Et comment ça se passait, ces concerts-là? Ça se passait très bien. L'objectif de ces concerts, l'objectif de ces concerts, c'était de récolter des fonds pour soutenir l'association et pour scolariser les enfants en situation difficile. Et donc, à l'époque, vraiment, le groupe qui était au top du top, c'était Génération RR. Donc, ils étaient très jeunes, comme nous. On les a approchés, ils ont accepté. On a fait les concerts, on a fait quand même 3 ou 4 grands concerts. Mopti, Kaï, Bamako. Oh, vous avez parcouru le Mali, hein? Oui, bien sûr. Et vraiment, on a fait ces concerts-là qui ont bien marché, qui nous ont permis de récolter des fonds, de scolariser beaucoup plus d'enfants et qui ont aussi permis à ces jeunes de s'engager dans ce domaine. Et donc, vraiment, ces concerts, nous en gardons une très, très bonne image. Et nous sommes restés en contact avec la plupart de ces artistes que nous voyons souvent. Vous faites toujours des activités ensemble? Pas encore, mais on l'espère. D'accord. Alors, donc on est en 2012, vous êtes avec Diaconia et... On est en 2012, on est avec Diaconia. Et
On est dans la promotion des droits des jeunes. Voilà. Je pense que personnellement, j'ai condamné ce qui s'est passé en 2012. D'accord. C'est vraiment... mon combat pour la démocratie n'a pas commencé aujourd'hui. Donc personnellement, j'ai condamné ça depuis 2012. On va parler de cet aspect-là justement, maintenant que tu y viens. J'ai pris des positions très claires à l'époque, malgré mon jeune âge. D'accord. Et donc, en 2012, tu avais quel âge? Alors, je vais compter. En 2012, hein? Oui. Attends, je vais compter. J'ai l'impression que tu veux passer plus tôt. Je pense que j'avais 26 ans. 25 ans. Ah, en 2002, tu m'as dit 16 ans. Donc 10 ans de plus, ça fait 26. Oh, 2002 là, ça dépend de quand en 2002 aussi. C'est vrai. Voilà. Mais j'avais 25 ans. En 2012, j'avais 25 ans quand tout ça s'est passé. Mais Open Mali à côté, quelle est la formation que tu as suivie? Quel est ton penchant? Parce que c'est clair que tu as un penchant pour la politique si tu prends des positions par rapport à des questions gouvernementales. Non, je ne pense pas que ce soit un penchant pour la politique, mais c'est juste un penchant pour mon pays. Je pense que tout Malien soucieux du développement et de l'avenir de ce pays ne peut être en marge de ce qui se passe dans le pays, surtout en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne la politique globalement. Moi, j'ai fait toutes mes études au Mali. D'accord. Tu n'es pas sorti, tu n'as pas... Non, je suis allé en vacances, je suis revenu, mais j'ai fait toutes mes études. C'est-à-dire que de la première année jusqu'à mon master, j'ai fait toutes mes études au Mali. Ah oui? Oui. Quel était ton parcours? C'était un choix. C'était un choix personnel. Lorsque j'ai eu le bac, mes parents voulaient que j'aille poursuivre mes études en France. D'accord. À l'époque, Open Mali commençait à prendre. Open Mali commençait à avoir beaucoup d'activités et à vraiment s'implanter au Mali. Donc j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, bon, aujourd'hui j'ai la chance d'être à la tête d'une organisation qui est respectée dans ce pays-là. Oui. Malgré mes 15-16 ans à l'époque, on était reçus par des ministres. Ils nous regardaient comme ça parce qu'on était tout petits là, donc ils nous regardaient comme ça. S'ils voient cette émission, qu'est-ce que tu penses qu'ils penseraient? Je pense qu'ils seraient fiers de nous avoir aidés et de nous avoir fait confiance. Notamment, je me souviens de Sékou Diakité, qui était ministre de la Solidarité, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a fait confiance à l'époque. Est-ce que ces rencontres sont une partie de ta formation politique ou ça n'a rien à voir? Pas politique, mais de ma formation en tant qu'homme. D'accord. La meilleure expérience, et ça c'est vraiment un conseil, hein, la meilleure expérience pour moi, ça a été le parcours associatif. C'est dans le parcours associatif que j'ai tout appris. Donc tu conseillerais à d'autres jeunes qui nous regardent en fait d'intégrer les associations? Bien sûr, bien sûr. Moi, la rédaction de lettres, la mise en place de procédures, j'ai tout appris dans le monde associatif. Dans le processus à Open Mali. C'est ça, j'ai tout appris là-bas. Mais qu'est-ce que ça t'a coûté? Ce que ça m'a coûté, ça m'a coûté, disons, beaucoup de temps et une grande partie de mon enfance. Si tu n'avais pas investi ce temps dans Open, tu l'aurais investi dans quoi? Je l'aurais investi dans mes activités personnelles à me faire plaisir. Comme tous les jeunes, parce que moi, à cette époque, je me couchais à 20h parce qu'on avait des activités le lendemain. Donc, pendant que les autres jeunes de mon âge sortaient, moi je ne sortais pas, moi je restais à la maison. Pendant que les autres jeunes de mon âge faisaient des activités extra, moi je ne pouvais pas me le permettre parce que j'étais toujours en train de monter un projet, en train de réfléchir à la prochaine étape. C'est bien pour ça qu'on te surnomme président. Oui, c'est bien pour ça qu'on me surnomme président. Et c'est bien pour ça que, Dieu merci, j'ai eu la confiance de beaucoup de parents, de membres de l'association. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire qu'il y a certains, ils montaient sur moi.
Quand il disait Ils seront avec toi. il sera avec moi, c'était pas vrai. Mais bon. Est-ce que tu as des noms ici? Non, 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 ça. ils pourront payer pour que je supprime la partie de la vidéo. Moi, ça va être un moyen pour moi de me faire un peu d'argent. Ouais, non, Tu non. me dis leur nom et moi je leur montre la vidéo. Je vous dis, bon, ok, vous avez le choix de soit payer et soit vous êtes diffusé. Non, mais c'est vraiment pour dire la confiance que On te portait au voilà, niveau qu'on parental. portait au niveau parental. Et vous savez, à cette époque aussi, voir des parents laisser leurs enfants voyager Mm. pour organiser des concerts en région ou pour aller faire des activités d'une association, c'était pas facile. C'est vrai. C'était pas facile. On partait quand même pendant 3, 4 jours, 5 jours, parce que vraiment, l'équipe d'organisation de ces concerts-là, c'était les membres d'Open. Donc vous-même, Nous-mêmes, on vendait les tickets, on faisait la surveillance avec la police aux portes, on faisait la com. Vraiment, c'est nous-mêmes qui faisions en fait, le vous tout. étiez en full package en fait, au Oui. niveau organisationnel, Oui. de bout en bout. De bout en bout. Vous On n'aviez faisait pas appel à personne. Wow, c'est quand même respectable. Oui, ça dénote, enfin, ça prouve l'engagement des membres. Voilà, ça prouve l'engagement des membres. Et d'ailleurs, Sira Binsi, qui est quand même était très engagée aussi au sein d'Open. C'est oui. un nom que je peux. Oui, avec Sira, on a fait les différentes tournées. Elle a été l'une de nos membres les plus engagés. Mais professionnellement, qu'est-ce que ça t'a coûté? Parce que je me dis scolairement, tu as beaucoup de temps que tu n'investis pas. Mais vu que tu me dis que tu dormais tôt, donc ça veut dire que tu arrivais quand même à exceller parce que ça se voit déjà Oui. ta manière de parler, elle est aux positions prises. Oui, j'arrivais, ok. Professionnellement, j'ai eu des opportunités d'emploi dans des structures, dans les grandes entreprises et dans d'autres grandes structures que j'ai refusées Pour Open. pour Open. Parce que, encore une fois, je croyais à ce projet. J'y crois toujours. Et surtout le fait que les résultats soient palpables. C'est ça encore qui me pousse encore aujourd'hui à être au sein de cette organisation. À l'époque, comment est-ce que tu aurais vu Open aujourd'hui? À l'époque, je me serais pas imaginé qu'Open aurait pu exister jusqu'à aujourd'hui. Parce que, vous savez, à un moment, il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu beaucoup de pression pour qu'on arrête cette affaire-là. Pression au niveau de qui? Au niveau des différentes familles. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, ça nous prenait du temps. Ça jouait sur les résultats scolaires. Et bon, on ne gagnait pas d'argent. On le faisait bénévolement. Donc, ça, à un moment, bon, les parents se disent, bon, jeune, tu commences quand même à grandir. Il serait temps que tu penses à te faire de l'argent et à Il faut gagner. subvenir à tes besoins. Voilà. Il faudrait que tu te développes en fait. Il faut que tu avances. Oui, bon. Et comment vous avez affronté ça? C'est les parents qui ont été compréhensifs. Je pense que c'est les parents qui ont été compréhensifs. Ils ont vu que c'était une mission humanitaire de service public, disons, je peux le dire comme ça. Et bon, ils nous ont dit, OK, nous en tout cas, nous sommes vos parents, nous allons vous soutenir autant que nous pouvons. D'accord. Voilà. Mais il serait bon que vous pensiez vous-même à vous faire vous-même votre propre argent. En dehors de ça. Donc, à côté de Open Mali, quel a été ton... Tu m'as dit, tu as fait juste ton master ici. Ouais. Tu es passé par quelle structure, quelle école, quelle université?